On dit qu'apprendre le japonais, c'est comme gravir une montagne. Alors j'ai voulu passer de la théorie à la pratique. Partons jusqu'au sommet des Yatsugatake, dans le cœur du Japon. Salut à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une facette du Japon qu'on ne connaît pas forcément, à savoir les milieux montagneux. Je vais partir demain dans les monts Yatsugatake, qui se situent au centre de l'île de Honshu, au nord du mont Fuji. J'y vais avec un guide, et là je suis actuellement à Chino, qui est une ville au nord des montagnes en question. Une petite ville où j'ai pu aller dans un izakaya très sympa, aller au bain d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en yukata, et je vais bientôt aller dormir. Donc, j'ai pris les vivres, j'ai préparé le repas. Normalement, j'aurais dû aller dans les montagnes après-demain pour tenter le sommet, mais vu que les conditions s'annoncent déplorables, on va tenter de le faire rapidement demain, donc j'espère que ce ne sera pas trop la course, et après-demain, on verra autre chose. Donc, si ça vous intéresse, on va parler de nature au Japon, et moi, je vais aller dormir parce qu'il faut se lever tôt pour partir, et je vous dis donc, oyasumi, à demain. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, je quitte l'hôtel pour rejoindre Tao, mon guide de haute montagne. Il m'accompagnera pendant toute la durée du séjour. Nous partons ensuite en voiture jusqu'à notre destination, les Yatsugatake. Mais tout d'abord, pourquoi cette ascension? Et pourquoi cette région en particulier? À l'origine, je voulais profiter de mon séjour au Japon pour réaliser un objectif qui me trottait en tête depuis longtemps. Réaliser l'ascension du mont Fuji hors saison. En dehors de la période estivale, la montagne est encore couverte de neige et n'attire pas les foules. Mais pour des raisons que j'aborderai sans doute plus tard, ce projet n'a pas pu aboutir. En cherchant un guide, je suis cependant tombé sur Japan Outdoor Institute, une société proposant des séjours dans les montagnes japonaises. En se basant sur mon niveau et mes envies, à savoir une ascension d'un sommet dans des conditions d'alpinisme, ils m'ont proposé une sortie de 2 jours dans les Yatsugatake. J'avais déjà eu de bons retours sur ce parcours, réputé plus intéressant que le mont Fuji. J'ai donc sauté sur l'occasion et réservé un séjour privé. Merci au passage au yen extrêmement faible qui m'a permis de réaliser ce séjour en solo. Cette possibilité ne se représentera peut-être jamais à l'avenir. Progressivement, les routes deviennent plus escarpées. Nous quittons la campagne pour nous enfoncer dans les montagnes jusqu'à arriver au parking. La marche peut commencer. Premier jour d'ascension, j'ai pas super bien dormi cette nuit, je pense que c'était l'anticipation du trajet. Là on est arrivé au pied des monts Yatsugatake, donc là c'est vraiment le Japon même plus rural, forestier, montagnard. Le guide prépare quelques petites choses et après on va partir. Ikimashou. Le parcours se déroule tout d'abord dans un sous-bois parcouru de torrents, sous le regard curieux des cerfs Sika. Oui, les mêmes cerfs que vous aurez des chances de croiser dans la ville de Nara. Arrivé devant cette carte, Tao m'explique qu'il existe 2 voies pour atteindre les sommets. L'une part vers le sud, l'autre vers le nord. Nous prenons celle du sud. Profitons-en pour présenter la région. Située au centre du Japon, dans la région du Chuubu, les Yatsugatake consistent en une chaîne de volcans, désormais tous éteints sauf un. Ce nom signifie littéralement 8 pics, Yatsu, 8, et Take, pic. Notre plan initial nous faisait passer le premier jour à altitude moyenne pour réaliser des exercices ciblés d'alpinisme, avant de dormir au refuge. L'ascension devait se faire à l'aube du second jour. Malheureusement, les prévisions météo n'avaient pas bougé d'un pouce. Le deuxième jour, il était question de vent et de fortes chutes de neige, très dangereuses en altitude. Tao emploie même le terme arashi, littéralement tempête en japonais. Monter le deuxième jour est donc inenvisageable. L'ascension sera réalisée rapidement le premier jour avec une courte fenêtre météo. La traversée classique passe par 3 montagnes majeures du massif. Le mont Aka, ou Akadake, son point culminant, d'une altitude de 2899 mètres. Le mont Yoko, ou Yokodake, 2829 mètres. Et le mont Iyo, ou Iyo-dake, 2760 mètres. Après quoi, le chemin du retour, soit la voie nord, permet d'atteindre un refuge de montagne pour y passer la nuit. Mais là non plus, tout ne se passera pas comme prévu, et nous devrons modifier cet itinéraire.
La marche d'approche se poursuit dans une forêt de plus en plus touffue. Ce paysage, couvert de mousse, me rappelle, dans une version plus nordique, la traversée de l'île de Yakushima, que j'avais réalisée 7 ans plus tôt. Le temps passe vite. Alors maintenant, on est à une altitude de 1747 mètres, il y a un bon kilomètre de dénivelé. Le plan, ça va être de prendre une route jusqu'au sommet du mont Akadake, en fonction du temps, de l'énergie qu'on a. Voir ce qu'on fait, sans prendre un chemin de crête, le long des montagnes ou redescendre. Donc là, c'est parti pour la grosse rando de montée. Autour de 2000 mètres, nous commençons à voir apparaître une fine couche de neige. L'ambiance devient progressivement plus montagnarde. Nous arrivons ensuite dans une clairière qui offre une belle vue sur les montagnes. Cette zone est également occupée par un refuge, fermé en cette saison, et une aire de bivouac. Un point de départ idéal vers les sommets. Alors là, on arrive à plus de 2300 mètres, je ne sais pas si ça se voit, on voit le sommet des montagnes, et c'est là que le dénivelé un peu violent va démarrer. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé à chausser les micro-crampons parce qu'il y a déjà beaucoup de neige, et même s'il n'y a pas encore besoin des vrais crampons, ça commence déjà à bien glisser, et c'est là qu'on voit qu'on est déjà dans la moyenne début haute montagne. Donc c'est reparti, à tout de suite. À ce moment, l'ascension proprement dite commence. Les pentes se raidissent franchement, et la neige commence à devenir abondante. Une glissade est vite arrivée. Très vite, un constat s'impose à nous. Le sentier est plus enneigé et surtout plus glissant que prévu. À peine enfilés, les micro-crampons ne suffisent donc plus. Il est temps de passer au matériel d'alpinisme. Crampons, piolets et encordements. J'en profite pour apporter 2 précisions importantes. Tout d'abord, je suis encore débutant en alpinisme. Donc si vous voulez vous inspirer de cette vidéo pour votre pratique, prenez modèle sur Tao, pas sur moi. Ensuite, si les montagnes japonaises ne sont pas très hautes par rapport aux Alpes, elles ne doivent pas être prises à la légère. Partez de préférence à plusieurs et si possible avec un guide. Si vous songez à gravir le mont Aka, une remarque. Il est en soi relativement facile d'accès. Non seulement parce que la ville de Chino se situe à environ 2 heures de train de Tokyo, mais pas uniquement. La montée est raide, certes, surtout sur la fin, mais le terrain est très bien équipé. Pour vous assister dans la montée, vous y trouverez des escaliers, des chaînes et même des échelles. En conditions estivales, l'ascension est tout à fait envisageable si vous cherchez une randonnée en altitude, sans expérience en alpinisme. Pour ma part, je recherchais justement cet entraînement et un terrain encore enneigé. Et oui, j'aime me compliquer la vie, par exemple quand il s'agit de monter des escaliers métalliques avec des crampons, ou comment transformer quelque chose d'évident en numéro d'équilibriste. Pour ne rien arranger, nous devons nous arrêter plusieurs fois, car l'un de mes crampons a tendance à se décrocher de ma chaussure. Très dangereux en montagne. Tao a beau essayer de l'ajuster plus finement, c'est un problème qui nous suivra pendant toute la montée. Commence ensuite la partie la plus ardue de l'ascension, une traversée sur terrain mixte, c'est-à-dire à la fois de glace et de roche, qui tire de plus en plus sur la roche. Alors que nous approchons du sommet, nous sommes plus exposés aux éléments et un vent glacial se met à souffler. Pour moi, l'escalade avec des crampons est une première. Cet apprentissage sur le tas est donc tout sauf une promenade de santé.
Mais bon, c'est ça l'esprit Gambare. Tao, de son côté, avance toujours au même rythme, d'un pas tranquille de guide. En discutant avec lui par la suite, j'ai appris qu'il avait réalisé l'ascension du Denali. Si ce nom ne vous dit rien, sachez simplement que le Denali, aussi appelé mont McKinley, est tout simplement la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Ce géant, d'une hauteur de 6190 mètres, est même considéré comme la montagne la plus haute du monde si on la mesure de sa base jusqu'au sommet. Autant dire donc que pour mon guide, cette route est à peu près aussi facile qu'un footing dominical. Après 2 décrochages de crampons restés sans solution, Tao propose finalement de les retirer complètement. Le terrain devient plus vertical et rocailleux, propice à l'escalade. Ce sera donc plus facile ainsi, même si je le paierai plus tard à la redescente. De plus en plus escarpé, le terrain nous emmène au-dessus d'une mer de nuages. La vallée est recouverte d'un épais manteau blanc, qui laisse cependant entrevoir quelques montagnes au loin. Peu après plus de 5 heures de marche et d'escalade, la récompense arrive. Nous atteignons l'objectif tant convoité. Le sommet du mont Aka, plus haute montagne des Yatsugatake, à 2899 mètres d'altitude. On est arrivé au sommet du mont Akadake grâce au guide Darsan no Okage-sama. Vous verrez même, c'est trop de nuages. Mais vous trouvez quand même la mer de nuages. À ce sujet, une anecdote. Une légende raconte que le mont Aka était jadis plus haut que le mont Fuji. La déesse tutélaire du mont Fuji, Konohana no Sakuya, en prit ombrage. Elle brisa le sommet du mont Aka pour en diminuer la taille. Cette légende possède un fond de vérité. Le mont Aka, volcan plus ancien, est désormais éteint et perd peu à peu en altitude à cause de l'érosion. Le mont Fuji, quant à lui, est un volcan plus jeune et actif, qui a atteint sa hauteur actuelle il y a environ 10 000 ans. Mais revenons à notre ascension, ou plutôt à la redescente. En montagne, il y a une règle sévère mais juste. Atteindre le sommet n'est que la première partie du voyage. Il faut à présent entamer la redescente sur une pente aussi raide qu'enneigée. Pas si évident maintenant que je n'ai plus de crampons en pied. Après cette redescente d'une centaine de mètres, nous prenons le temps de faire une pause bien méritée à l'Akadake Tembo-Oso, un refuge de haute montagne. Malheureusement, celui-ci est ouvert uniquement pendant une partie de l'année. Il faut donc se contenter d'un repas pris à la dure, assis sur un banc dehors. Heureusement, le paysage en vaut la peine. Cette pause terminée, il est temps de repartir. Tao me propose alors 2 options. Soit terminer l'ascension maintenant, en redescendant directement, soit la poursuivre en réalisant la traversée classique qui passe par le sommet de 2 autres montagnes. Comme il reste suffisamment de temps et que j'ai envie de profiter de l'expérience, j'opte pour la deuxième solution. Il ne faut cependant pas traîner, car le temps commence à se dégrader. L'aventure continue donc en direction du second sommet, le mont Yoko. Le trajet se poursuit sur une crête à plus de 2700 mètres d'altitude, en partie recouverte d'une épaisse végétation. Si elle ne présente pas de difficultés particulières, la traversée nous expose aux éléments. L'ambiance change et se fait plus pesante. Le vent souffle fort, les températures chutent, et une neige fine se met à tomber. J'ai déjà connu un Japon plus froid, notamment l'hiver à Hokkaido, l'île du Nord. Mais je découvre ici une nature austère, qui ne prend pas de gants avec le visiteur. Le paysage force l'admiration, mais il se mérite. À l'approche du second sommet, l'escalade reprend. Le mont Yoko ressemble à une imposante forteresse de pierre, au relief accidenté. Si vous ne passez pas tout votre temps libre à grimper, rassurez-vous. La paroi est bien équipée en chaînes et en échelles. Ce passage d'escalade n'a donc rien d'insurmontable.
L'atmosphère devient résolument hostile. Vent, neige et brouillard sont nos compagnons de route sur ces derniers mètres. Le but est proche, mais nous ne sommes pas les bienvenus. Encore un effort. Près de 2 heures après le sommet du mont Aka, nous atteignons celui du mont Yoko, le deuxième plus haut du massif, à 2830 mètres. Un deuxième objectif accompli, qui sera cependant le dernier. Tao m'annonce une mauvaise nouvelle. Les prévisions météo ne sont pas de notre côté. Si nous continuons vers l'objectif initial, le mont Iyo, nous risquons d'être surpris par d'importantes chutes de neige. La solution ? Emprunter un chemin qui descend directement depuis le sommet du mont Yoko jusqu'au refuge. Laisser tomber, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais dans ce contexte, savoir renoncer est une question de sécurité, voire parfois de vie ou de mort. Dans tous les cas, ayant déjà gravi les 2 plus hauts sommets des Yatsugatake, je peux partir sans regret. Il est donc temps d'amorcer la descente. Un moment un peu ingrat car le plus stimulant est déjà fait et la fatigue bien installée. Il ne faut toutefois pas baisser sa garde. Les accidents arrivent souvent au moment où on s'y attend le moins. J'allais d'ailleurs en avoir un aperçu très bientôt. Cette fois, comme nous sommes en descente, je passe devant. Tao, le premier cordé, reste en arrière pour rater une éventuelle chute. Cette voie, qui n'était pas prévue sur l'itinéraire, présente une particularité, un passage un peu raide, sur lequel le guide installe un rappel pour me faire descendre en toute sécurité. Cette descente me vaut de partir en vrille dans le décor, une embardée plus impressionnante que réellement dangereuse, qui a vite fait d'arriver dans ce cas de figure. Nous traversons ensuite un paysage étonnant, fait d'une terre sombre, volcanique, qui contraste avec la végétation d'un jaune paille, avec bien sûr toujours ce vent glacial autour de nous. Étonnamment, le retour à travers la forêt est la partie la moins agréable. Le sentier est couvert d'une langue de glace extrêmement glissante, une vraie patinoire. C'est à ce moment qu'il m'arrive un pépin qui aurait pu être grave. Comme ma caméra ne tournait pas à ce moment-là, voici ce qui s'est passé. Tout à coup, je glisse hors du sentier et commence à dévaler une pente assez raide. Heureusement, ma jambe droite heurte un arbre qui enraye ma chute. 3 mois plus tard, j'en garde une petite marque, à l'endroit où ma jambe a heurté l'arbre. Un faible prix à payer pour avoir évité un accident majeur. Plus de peur que de mal donc. Le lendemain, j'allais cependant découvrir que la glissade en forêt était une activité réellement pratiquée dans la région, aussi spectaculaire que dangereuse. Tao me propose de nous réencorder sur une partie du trajet. C'est plus sûr ainsi, mais comme la corde se coince sans arrêt dans les arbres, je ne suis pas mécontent de m'en débarrasser un peu plus tard. Une fois arrivés sur du terrain plus plat, nous pressons le pas pour atteindre le refuge avant les averses. La glace est toujours aussi glissante, mais il est désormais possible de l'éviter. Enfin, après une journée de plus de 9 heures, nous arrivons en vue du refuge. Mes chaussures de location n'étant pas parfaitement adaptées à mon pied, je ne suis pas mécontent de faire une pause. Le refuge se nomme Akadake Kōsen, soit la source minérale du mont Aka. Situé à une altitude de 2235 mètres, ce refuge propose un onsen, c'est-à-dire un bain chaud, mais uniquement pendant la saison estivale. Pour la détente de fin de rando, c'est raté. Le service au refuge est royal. En plus des dortoirs collectifs, il est possible de réserver une chambre privative, que je partage avec le guide. Et voilà, je suis arrivé au refuge des montagnes, et je suis assez surpris par le luxe qu'on peut avoir. Parce qu'en plus des dortoirs, on peut louer une chambre privative. Et moi qui ai l'habitude des énormes dortoirs où il fait super chaud, où tout le monde fait du bruit, dans les refuges en France, là honnêtement, c'est quand même la vie de roi. Honnêtement, c'était bien mérité parce qu'après ce passage en forêt là, bon, on prend les luxes qu'on peut avoir dans la vie. Le repas n'est pas en reste avec un mini barbecue par personne. Pendant le repas, puis en faisant le tour du refuge, je remarque une chose. Je suis le seul non-japonais présent. Donc si vous recherchez une immersion complète en japonais, voici la solution.
partez dans les montagnes. Bon, et bien c'est la fin de la journée et je peux vous dire qu'après plus de 8 heures de randonnée, je crois que je vais pas faire long feu, donc on va voir ce qu'on peut faire demain malgré les conditions météorologiques exécrables. Donc je vous dis bonne nuit, à demain. Ouais, il fait moche, hein. À présent, vous comprenez pourquoi nous avons avancé l'ascension d'un jour. En cette saison, une pluie battante à 2200 mètres implique forcément des chutes de neige au-delà de 2500 mètres. Aujourd'hui, levé à 6 heures et petit déjeuner à la japonaise. Comme la montagne nous est plus ou moins interdite ce jour-là, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Profiter d'une courte fenêtre météo pendant laquelle la pluie est un peu plus calme pour retourner à la voiture. Tao me propose de me faire découvrir la région. Au programme, des temples et ce qui est sans doute le festival le plus dangereux du Japon. Mais avant ça, il faut marcher. Le retour s'effectue à allure rapide. Pas le temps d'admirer le paysage, il faut atteindre le parking avant que les affaires ne soient complètement trempées. Je remercie au passage Tao de m'avoir passé un grand sac plastique pour protéger mon sac. Même si cette marche est moins intéressante que l'alpinisme de la veille, je choisis de voir le bon côté. La randonnée sous la pluie fait aussi partie des conditions normales que l'on peut rencontrer, surtout au Japon. Après une heure de marche, nous atteignons la voiture. Il est temps de rendre l'équipement loué pour le séjour et de refaire mon sac. Tao me propose alors de se muer en guide touristique et de me faire découvrir la ville de Suwa, dans la préfecture de Nagano. Si elle semble peu connue chez nous, elle occupe une place de choix au Japon. Son lac, le lac Suwa, l'un des plus célèbres du pays, est très bien représenté dans les arts, par exemple chez Hokusai. Chaque année, un feu d'artifice est tiré au-dessus du lac. À ce moment, les hôtels affichent tous complets. Pour l'heure, direction le grand sanctuaire shintoïste de Suwa, ou Suwa Taisha en japonais. Vieux de 1200 ans, ce complexe de 4 temples s'étend sur la ville de Suwa et sur 2 communes voisines, Chino, d'où je suis parti la veille, et Shimosuwa. Alors, vu qu'aujourd'hui il pleut et qu'on ne peut absolument rien faire dans les montagnes, ce que m'a proposé Tao, le guide, c'est d'aller visiter un temple à Suwa, qui est donc le Suwa Taisha. Donc je vous montre ça. Cette visite est également l'occasion de découvrir ce qui est peut-être le matsuri le plus impressionnant du Japon, l'Ombashira. Vous connaissez sans doute les matsuri, ces festivals qui sont organisés toute l'année et à travers tout le Japon. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister au célèbre Sanja Matsuri, qui a lieu à la fin du mois de mai à Tokyo, ainsi qu'au Yuki Matsuri, en février à Sapporo. L'Ombashira, le festival local, est organisé une fois tous les 6 ans à Suwa. À cette occasion, 16 sapins sont coupés dans les montagnes, puis débarrassés de leurs branches. Ils sont ensuite tirés à travers les montagnes jusqu'aux 4 temples du sanctuaire de Suwa Taisha. Et c'est là que ça devient complètement fou. Lorsqu'ils arrivent sur une pente, les participants laissent glisser les troncs et certains montent même dessus pour prouver leur courage. Bien peu finissent la descente sans partir dans le décor. Cette cérémonie est appelée Kyotoshi, littéralement chute de l'arbre ou descente de l'arbre. Autant dire qu'à côté, ma glissade de la veille ne semble plus si impressionnante. Et lorsque l'arbre arrive devant une rivière, il est tiré de l'autre côté, avec des festivaliers qui s'accrochent dessus pendant la traversée du cours d'eau. Vous vous en douterez, ce festival n'est pas sans risque. À chaque édition, on déplore des blessés, voire des morts. Il arrive en effet que des participants fassent une chute mortelle ou se noient pendant le transport du tronc. À la fin du festival, les 16 troncs sont dressés par groupe de 4 autour des 4 sanctuaires du complexe. Ils en deviennent symboliquement les piliers, d'où le nom du Matsuri, Ombashira, soit les honorables piliers.
Et maintenant c'est parti pour le deuxième temple, sachant que dans Suwa il y en a 4 en tout. Après les temples du Suwa Taisha, nous décidons d'achever la visite en nous rendant au lac Suwa. Et pour finir, le lac Suwa qui est la principale attraction de Suwa, donc le Suwako. Japon oblige, le lac est sillonné par une multitude de volatiles en tout genre, qui vont du bateau à l'armée de pédalo-canards. Mais il se distingue surtout par une source chaude qui se situe sous sa surface et qui alimente la région. L'hiver, celle-ci occasionne un phénomène étonnant, l'Omiwatari, littéralement la traversée des dieux. Lorsque le lac gèle, l'eau chaude de la source continue de circuler sous la glace et la fait craquer sur son passage. En résulte une longue crête qui parcourt la surface du lac gelé. Elle peut atteindre 30 cm de hauteur. Malheureusement, sous l'effet du réchauffement climatique, le lac Suwa gèle de plus en plus rarement l'hiver. À terme, l'Omiwatari pourrait donc bien disparaître. Dans un registre plus positif, la source chaude alimente aussi un Ashiyu, bain de pied public typique du Japon. Après 2 jours passés à marcher, il est plutôt le bienvenu. Après ces visites, la faim commence à nous tenailler. Pour y remédier, nous trouvons un restaurant de ramen proche du lac. Sur les conseils de Tao, je choisis une grande portion, omori en japonais, et je reçois le plus grand bol de ramen que j'ai jamais mangé. Une belle récompense pour terminer ce séjour. Et voilà, Tao le guide m'a déposé aux dépose-minutes de la gare de Suwa, donc je vais vous laisser là pour aller à ma prochaine destination qui est Matsumoto. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Là, en y pensant, je pense que ça va être énormément de montage, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà allé dans cette région, si vous voulez y aller, bref, dites-moi tout. On se dit donc à très bientôt, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de sortir des sentiers battus au Japon. Merci également à Tao et à Japan Outdoor Institute pour ce séjour. Et si vous voulez apprendre le japonais, vous pouvez récupérer votre kit de démarrage gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Dans une prochaine vidéo, nous partirons pour une randonnée magnifique et accessible même à de parfaits débutants. Donc à bientôt.